Pierre Bellemare, les assassins sont parmi nous. En Jaguar, le dimanche. Madame la concierge a prévenu la police. Madame la concierge est profondément outrée. Son vilain menton exprime à la fois le mépris et une juste colère. Cette fille, monsieur l'agent, elle est encore partie faire la bringue avec je ne sais qui, et elle laisse son bébé hurler la nuit entière. C'est un scandale. Une fille comme elle, monsieur l'agent, ne devrait pas faire d'enfant. Le bon Dieu ne devrait pas permettre ça. Dans l'escalier étroit, madame la concierge prend toute la place et monsieur l'agent la suit 2 marches en arrière. Est-ce qu'elle a l'habitude de faire ça? De laisser le bébé toutes les nuits? C'est pire que ça, monsieur l'agent. Elle ne le laisse pas d'habitude. Figurez-vous que mademoiselle reçoit des hommes chez elle. C'est honteux, avec cet enfant qui dort dans la pièce à côté. Un scandale, je vous dis. Quel âge a l'enfant? Oh ça, à peine 14 ou 15 mois, le pauvre. Monsieur l'agent s'arrête. Sa patience a des limites. Écoutez, madame, faudrait savoir de quoi vous vous plaigniez. D'après vous, il s'agissait de tapage nocturne. Et tout ce que j'entends, c'est un bébé qui braille. C'est pas du tapage nocturne, ça? Il est plus de minuit. Les bébés ne sont pas considérés comme des fauteurs de troubles, quelle que soit l'heure. Mais puisque je vous dis qu'elle est allée faire la bringue, vous l'avez vue sortir? Non, je ne l'ai pas vue sortir, mais je me doute. Elle a abandonné son gosse. Madame, si cette femme n'est pas sortie, c'est qu'elle n'a pas abandonné son gosse. Alors, soyez claire, à cette heure-ci, on n'entre pas comme ça chez les particuliers sans un motif sérieux. Madame la concierge opère un demi-tour dans l'escalier, qu'elle bouge complètement d'une bonne centaine de kilos. Si c'était pas un motif sérieux, vous croyez que je remonterais 2 étages? Je l'ai déjà fait tout à l'heure, il était 11 h environ et le bébé hurlait. Ça fait plus d'1 heure qu'il hurle sans arrêt et elle ne bouge pas. J'ai écouté derrière la porte. Je dis qu'elle a abandonné ce gosse. Ça m'étonnerait pas qu'elle le maltraite. Ça m'étonnerait pas qu'elle boive ou qu'elle se drogue ou je ne sais quelle horreur. C'est une putain, monsieur, cette fille. Et nous, les honnêtes gens, on ne peut rien contre elle. On ne peut pas la mettre à la porte. Mademoiselle paye son loyer. Ça ne suffit pas, monsieur l'agent, de payer son loyer? Vous l'entendez crier, ce gosse? Vous l'entendez? Un enfant pleure, en effet. Et malgré son mauvais caractère évident, madame la concierge n'a pas eu tort d'appeler la police. Il est debout dans son petit lit, rouge d'avoir tant pleuré, ses cheveux noirs collés par la fièvre, ses grands yeux effarés. L'appartement est vaste, constitué d'une grande pièce, salon, chambre à coucher, salle de bain. Aucune séparation, sauf pour la chambre de l'enfant. L'agencement est moderne, luxueux et un peu curieux. La jeune femme qui occupe les lieux a choisi de faire la cuisine ou de prendre son bain au vu des visiteurs éventuels. Elle est morte à présent, allongée dans sa baignoire, étranglée par un chemisier enroulé et serré fortement autour du cou. L'agent de service l'a découverte en entrant. N'obtenant pas de réponse, il a ouvert avec le double des clés de la concierge, pensant que l'enfant était seul et peut-être malade. Puis, il a appelé le commissariat, tandis que la concierge tentait de calmer le bébé. Peine perdue, c'est un petit garçon et il est en pleine crise de nerfs. Le haut de son pyjama trempé jusqu'aux épaules montre qu'il a cherché à réveiller sa mère. Il a pu entendre et peut-être voir le meurtre. Il est assez grand pour marcher, assez grand pour atteindre la baignoire, assez grand pour la peur et trop petit pour faire un témoin. Rapidement, la police fait son travail. L'enfant est emmené, confié à un hôpital où il s'endort enfin, drogué, fiévreux, sur quel souvenir horrible. Monica, elle, 19 ans, 1,72 m, était une jolie fille exerçant officiellement le métier de modèle. Les murs de l'appartement sont recouverts de photos la montrant aussi bien nue qu'en robe du soir. Une rousse splendide, aux longues jambes et au sourire lumineux. Madame la concierge, premier témoin, affirme qu'elle travaillait plus de ses charmes que de son métier de modèle. Une call girl mère de famille, ça existe. Le carnet de ses clients en cuir luxueux est découvert facilement, à peine dissimulé dans un tiroir. Et le commissaire fait la grimace. Quelques prénoms, quelques initiales, certains numéros qu'il fait identifier vont le mener loin. Loin dans la hiérarchie des hommes en vue. C'est toujours ennuyeux pour un petit policier de quartier, dans une grande capitale européenne, d'avoir à interroger les gros bonnets.
Ils nieront ou se débrouilleront pour que le commissaire du quartier soit déchargé de l'enquête. Une call girl de cette classe, étranglée dans son bain, cela sent le chantage. Madame la concierge donne la description des hommes qu'elle a vus monter dans l'immeuble. Elle en rajoute manifestement. La victime ne faisait pas le trottoir. Ses rencontres étaient plus raffinées et plus lucratives. Le relevé de son compte en banque le prouve. Sa garde-robe aussi. Quant à l'enfant, il ne manquait de rien. Vêtements, jouets, baby-sitter dans la journée, pédiatre. Sa mère tenait même un journal depuis sa naissance avec les dates des petites maladies, les premières dents, les vaccins, les premiers mots, le tout orné de photographies. Elle aimait son enfant. Le métier n'a rien à y voir, quoi qu'en dise la concierge. D'ailleurs, les voisins confirment volontiers que l'enfant n'hurlait jamais et que, lorsque sa mère s'absentait, une garde se chargeait de lui en permanence. Madame la concierge n'a vu monter personne le soir du crime, évidemment. À cette heure-là, on a le droit de dormir. Le gosse s'est mis à crier vers 11 h. Je l'entends parfaitement, sa chambre est au-dessus de la mienne. La mère a été étranglée à la même heure et selon le médecin légiste, la mort est récente. Le commissaire feuillette le carnet avec découragement. Ces hommes relèvent les empreintes, mais les bords de la baignoire sont nets, essuyés avec soin. Le criminel a pris ses précautions, bien qu'il ait certainement improvisé le crime. Le commissaire l'imagine sonnant à la porte. La jeune femme est dans son bain, elle va ouvrir. C'est un familier sûrement, car elle retourne dans l'eau. Discussion, elle ne se méfie pas. L'assassin s'empare d'un chemisier, celui qu'elle devait porter avant de se déshabiller, et il l'étrangle dans l'eau, la noyant en même temps. Elle se débat, les éclaboussures sur la moquette le montrent. Des flacons se brisent. Il est très difficile de se défendre dans ces cas-là. La baignoire est glissante, l'eau mousseuse et la surprise fait le reste. Le commissaire regarde partir la civière, les longs cheveux roux trempés font de petites gouttes par terre. Il se pose une question. Un enfant de 15 mois peut-il décrire, même un tout petit peu, et s'il l'a vu, l'assassin de sa mère? À l'hôpital, le petit Franz a dormi 12 heures d'affilée, assommé par les calmants. Il s'est réveillé normalement, n'a pas pleuré, n'a pas réclamé sa mère et a mangé sans problème. À présent, il joue dans la nurserie sous la garde d'une infirmière. Le commissaire se sent ridicule. Ce bébé parle à peine, il gargouille quelques mots. Pauvre gosse, orphelin de mère, alors que sur l'état civil, il n'a déjà pas de père. Le commissaire a lu « Né de père inconnu », tristement classique. Il s'approche tout de même de l'enfant et le regarde jouer un moment. Franz arrive à articuler son propre nom. Il dit « ballon », il montre un jouet en plastique et bafouille « canard ». Puis, tout d'un coup, il dit « papa » en montrant un ours en peluche. Papa? Ce gosse sait dire papa, il aurait donc un papa inconnu? Il le connaîtrait? Bizarre. La concierge et les voisins ont parlé d'hommes, mais personne n'a signalé les visites d'un père. L'infirmière donne une explication. Vous savez, il le dit peut-être sans savoir, les enfants baragouinent souvent des mots que les autres enfants disent, à la crèche par exemple. Oui, mais ce gosse n'a jamais été confié à une crèche. Sa mère faisait appel à une agence de baby-sitter et il était élevé à la maison. Alors, pourquoi papa? Les formules de l'état civil ne veulent parfois rien dire. Le père était marié, il n'a pas reconnu l'enfant de manière officielle, mais il le voyait et l'enfant a appris à dire papa. C'est une théorie qui en vaut une autre. Alors, tandis que ces hommes vérifient un par un les numéros de téléphone du carnet de cuir, le commissaire se charge des amis de travail de Monica. Des modèles comme elle, pas toujours des call girls, sauf une. Comme Monica, elle a un double emploi avec des nuances. Ne confondez pas, commissaire. Il m'arrive de passer une soirée de temps en temps avec un homme. Si ça lui plaît de me faire des cadeaux. C'est une fille brune, sympathique, d'allure sportive, et elle dit spontanément ce qu'elle sait. Le père, je le connais. Une petite ordure. Monica l'a rencontré il y a plus de 2 ans. Elle était encore une gamine, même pas 17 ans.
il lui a fait un enfant et Monica a dû se battre pour le garder. Elle le voyait régulièrement? Non, de temps en temps. En fait, si vous voulez mon avis, ce type est un vulgaire maquereau. C'est lui qui l'a poussé à se faire des relations. Monica était un peu naïve. Chaque fois, elle me disait « Tu comprends, c'est un type qui fait du cinéma ?» Ou alors c'était un gros industriel pour les affaires de Bob. Bob avait toujours une raison pour qu'elle accepte de rencontrer un homme et elle y croyait ou faisait semblant d'y croire. Elle aimait l'argent, elle en voulait beaucoup pour son fils. Pour plus tard, pour l'élever, pour qu'il étudie et qu'il devienne quelqu'un de bien quand elle serait trop vieille pour faire le métier. Vous savez, Monica était une brave fille, pas très maligne. Elle n'aurait rien su faire d'autre que des photos. Ce Bob en a profité lui aussi. Un souteneur? Pas un professionnel en tout cas, mais je ne l'ai vu que 2 ou 3 fois. Il venait voir le gosse, il avait l'air de l'aimer. Marié? D'après Monica, il l'est. Il avait une raison de la tuer? Apparemment aucune. Elle lui rapportait de l'argent, une commission sur ses cachets d'abord. Il était soi-disant son impresario, plus le reste, les extras. Où peut-on le trouver? Tout ce que je sais, c'est qu'il travaille officiellement chez un concessionnaire automobile. Il est fou des voitures, il en change sans arrêt. Monica m'a montré le garage une fois. Je vais vous faire un plan, je ne connais pas l'adresse précise. On passait par là un jour toutes les deux en taxi et Monica m'a dit « Tu vois, il travaille là. Un jour, il sera le patron, peut-être qu'il divorcera et alors qu'on pourra se marier. » Elle était naïve, vous voyez. C'est Bob comment? Ah ça, Bob et c'est tout, j'en sais pas plus. Il y a un Bob dans ce grand garage, au milieu des grosses voitures lustrées de neuf. Un Bob genre playboy, rasé de frais, blouson à la mode et chaussures en lézard. Il prétend ne pas connaître Monica. Puis, il connaît une Monica, et il sursaute en apprenant sa mort. Il n'a pas l'air au courant, vraiment pas. Il change de couleur, il a peur, c'est un lâche. La nuit du crime, il était de sortie, il a des témoins. Il jure que le chantage n'est pas son affaire et qu'il ne faut pas chercher l'assassin dans le petit carnet. Tous des hommes bien, des amis de Monica, vous verrez. Quelque chose tracasse le gandin. Le commissaire le voit bien, comme il voit bien que ce type dénoncerait plutôt sa mère que d'être soupçonné d'avoir volé un œuf. Vous êtes sûr que c'est un homme l'assassin? Bonne question. En effet, a priori, le commissaire a pensé à un homme, c'était logique, mais rien ne le prouve. Allez-y, il est possible que ce soit une femme. Quoique les femmes étranglent rarement. Je suis marié, commissaire. C'est ma femme qui possède 50% de ce garage. Et alors? Je sais qu'elle est sortie il y a 3 jours, justement ce soir-là. Je le sais parce que je suis rentré à la maison vers minuit 1h, je ne me rappelle pas l'heure exacte. Je suis venu chercher de l'argent pour le casino. On y allait avec des copains, j'ai fait doucement pour ne pas la réveiller et donner des explications. L'argent est dans la chambre, dans un coffre. Eh bien, elle n'était pas là, nulle part dans la maison. Elle sort souvent? Non. D'ailleurs, le lendemain, elle m'a raconté une histoire plutôt bizarre. Une amie malade qui avait téléphoné, du vent, quoi. Et vous n'avez rien dit? Vous savez, c'est ma femme qui décide, et elle n'est pas facile de caractère, quand vous la verrez. Le commissaire la voit, dans son bureau au premier étage, au-dessus des voitures et de son gandin d'époux. Une forte femme, forte dans les affaires, forte physiquement, forte en voix. Vous désirez? Elle n'a pas d'alibi pour cette soirée, elle se défend pied à pied, mais son époux de pacotille s'évertue à trouver des indices. Lorsqu'il est rentré de sa soirée au casino, elle dormait, mais il a vu ses vêtements dans la salle de bain mouillés. Or, il ne pleuvait pas en plein mois de mai. Cela suffit pour une perquisition. Pour trouver le compte-rendu d'un détective privé donnant l'adresse de Monica avec des photos d'elle et de l'enfant. Cette femme de 30 ans avouera enfin avoir décidé froidement de tuer Monica parce qu'elle entravait la carrière de son mari et lui soutirait de l'argent pour élever un enfant qui n'était peut-être même pas le sien. D'ailleurs, l'enfant s'est réveillé, il a crié, il est venu jusque dans le salon et avant de partir pour le faire taire, elle lui a, de son propre aveu, flanqué une fessée et l'a remise au lit. Résultat de ce crime sordide. La prison à vie pour elle.
Le petit Franz a été confié aux parents de sa mère qui ne l'avaient jamais vu et ignoraient son existence. Monsieur Bob, lui, dirige le garage et roule en Jaguar le dimanche.